Le bras de fer se poursuit entre le président bissau-guinéen et la communauté internationale. José Mario Vaz refuse de rétablir le gouvernement qu'il a limogé. L'élection présidentielle a lieu le 24 novembre prochain. La visite du Premier ministre soudanais au Darfour, cette région du pays est meurtrie par des années de guerre. Une situation en voie de résolution, a assuré Abdallah Hamdok. Et puis, en Bolivie, l'opposition réclame la reprise de l'élection présidentielle. Le scrutin a consacré la réélection de Evo Morales. Son challenger Carlos Mesa maintient la pression. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de choisir Sika TV pour mieux vous informer. Qui l'emportera à terme? En tout cas, José Mario Vaz refuse pour l'instant de céder aux injonctions de la communauté internationale. Le président bissau-guinéen maintient la date du scrutin présidentiel pour le 24 novembre prochain. La campagne électorale a même déjà démarré. C'est dans un contexte de rapport de force entre le président sortant José Mario Vaz, candidat à sa propre succession, et son gouvernement qu'il a limogé contre l'avis de la communauté internationale, que sont lancées les hostilités. Le président bissau-guinéen a affirmé dimanche soir maintenir le limogeage de son gouvernement quelques instants après une déclaration de la CEDEAO lui faisant l'injonction de revoir sa copie. Ce, à 3 semaines de la présidentielle du 24 novembre. Élu en 2014, Vaz continue de défier la communauté internationale en maintenant le gouvernement qu'il a formé jeudi. Il avait limogé le 28 octobre le Premier ministre Aristide Gomes et son gouvernement avant de nommer dès le lendemain Faustino Imbali comme nouveau chef de gouvernement avec une équipe de 17 ministres et 14 secrétaires d'État. Le président s'est prononcé lors d'une tournée à l'intérieur du pays. Je suis le commandant suprême des forces armées. C'est aussi moi qui préside le Conseil supérieur de la défense. Je voudrais vous dire que je vais retourner à Bissau et convoquer une réunion du Conseil supérieur de la défense. Gare à celui qui le défiera. C'est un manque total de respect, un manque de dignité que moi, en tant que président de la République, sort un décret et que quelqu'un ose me dire que c'est un faux décret justifiant ainsi que mon mandat est terminé. Nous verrons qui véritablement est le président de la République. C'est dans cette ambiance que s'est ouverte samedi la campagne électorale qui aura lieu jusqu'au 22 novembre. 12 candidats sont en lice, dont le chef de l'État sortant et son ancien Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef de la majorité menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le deuil au Mali après l'attaque. 3 jours ont été décrétés dans le pays. Ainsi en a décidé le président Ibrahim Boubacar Keïta en hommage aux victimes de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique contre une base militaire dans le nord du pays. Je rappelle le bilan, 50 morts. C'est le revers le plus meurtrier depuis des années pour l'armée malienne. 49 soldats maliens ont été tués vendredi dans l'attaque du camp d'Indeliman, près du Niger, dans le nord-est du pays. Un mois plus tôt, 40 soldats avaient trouvé la mort dans une double attaque djihadiste près de la frontière du Burkina Faso. Le président de la République du Mali, qui ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur les événements, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de lundi, d'après un communiqué lu sur la radio de service public. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque samedi dans un communiqué signé de sa province Afrique de l'Ouest, ainsi que la pose d'une bombe artisanale dans la même zone qui a tué un soldat français de l'opération Barkhane. Les échecs de l'armée malienne renforcent les interrogations sur la capacité à faire face aux agissements djihadistes et aux autres violences auxquelles le Mali est en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers de morts civils et combattants. Des violences qui se sont propagées du nord vers le centre du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires ayant fait des centaines de morts.
En Éthiopie à présent, le démenti du Premier ministre Abiy Ahmed s'est inscrit en faux contre ceux qui considèrent que son gouvernement a été faible et timide lors des récents troubles ethniques. Des violences dont le bilan est désormais de 86 morts. C'était lors d'un passage à la télévision nationale. Ce dimanche soir à la télévision, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a défendu sa position consistant à donner priorité au dialogue et non à la force. Une façon de s'inscrire en faux contre ceux qui considèrent que son gouvernement a été faible et timide lors des récents troubles ethniques dont le bilan est de 80 morts. D'après le Premier ministre, le gouvernement éthiopien a été plutôt magnanime afin d'élargir l'espace politique et démocratique en Éthiopie. Le gouvernement aurait donc opté pour le dialogue et l'éducation au lieu d'avoir recours à la force. S'adressant à ses détracteurs, Abiy Ahmed a estimé que ceux qui croient que la patience c'est la peur ou que la magnanimité c'est la faiblesse se trompent. Des manifestations contre le Premier ministre éthiopien ont eu lieu à Addis Abeba et dans la région d'Oromia le 23 octobre dernier, après qu'un militant, Jawar Mohamed, eut accusé les forces de sécurité d'essayer de préparer une attaque contre lui. Malgré un démenti de la police, les troubles ont dégénéré en affrontements ethniques et religieux dans de nombreuses zones de l'Oromia. Abiy Ahmed avait alors attendu plusieurs jours avant de rendre publique une déclaration écrite et il avait été critiqué pour la lenteur de sa réaction face aux violences. Ces chiffres, en République démocratique du Congo, 300 attaques ayant causé au moins 70 morts ont été recensées en 11 mois contre les agents de la riposte anti-Ebola. Ces attaques sont survenues dans 3 provinces de l'Est du pays. Ce bilan a été donc annoncé, c'était lundi, par les autorités sanitaires. Selon le bulletin quotidien du ministère congolais de la Santé rendu public ce lundi, plus de 300 attaques ayant causé 6 décès et 70 blessures ont été enregistrées chez les travailleurs de la santé et des patients atteints d'Ebola en RDC. Ces différentes attaques ont été enregistrées depuis le 1er janvier 2019. Le bilan a été rendu public alors qu'un animateur d'une radio locale également impliqué dans la lutte contre l'épidémie a été assassiné en Ituri dans la nuit de samedi à dimanche. Bien avant, c'est-à-dire le 19 avril dernier, c'était un épidémiologiste de nationalité camerounaise travaillant pour l'OMS qui avait été tué dans une attaque d'hommes armés contre l'hôpital universitaire de Butembo dans la province voisine du Nord Kivu. Outre les victimes, chaque attaque d'hommes armés dans l'est de la République démocratique du Congo retarde les activités de la lutte contre Ebola parce qu'elle empêche les équipes d'avoir accès à la population et de faire les interventions prévues. L'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'est congolais touche les zones reculées et conflictuelles des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Jusqu'à présent, 2185 décès ont été enregistrés sur 3274 cas selon les autorités congolaises. Au Soudan à présent, le Darfour est en voie d'être pacifié. Le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est attelé à l'assurer. C'était lundi devant les victimes du conflit. C'était lors de sa première visite dans la région de l'ouest du pays. Le Premier ministre soudanais a effectué un voyage d'une journée au Darfour, théâtre d'un conflit qui a éclaté en 2003 entre des rebelles s'estimant marginalisés et le pouvoir du président déchu Omar el-Béchir. Dans ces violences, environ 300 000 personnes sont mortes et 2,5 millions ont été déplacées selon l'ONU. Abdallah Hamdok a rencontré des victimes dans la ville d'El Fasher, capitale du Soudan Nord, qui abrite plusieurs camps où vivent des dizaines de milliers de Soudanais depuis des années. Ces derniers revendiquent justice et réclament même une intervention de la Cour pénale internationale. Le Premier ministre a promis travailler ensemble avec le peuple pour satisfaire aux demandes et assurer un retour à une vie normale. En effet, pour réprimer la rébellion au Darfour, Khartoum avait recruté parmi des nomades, en majorité arabes, formant une milice armée, les Janjaouides, qui ont été accusés de mener une politique de la terre brûlée, pillant, incendiant et violant dans les villages soupçonnés de soutenir les rebelles. L'ancien président Omar el-Béchir fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Les autorités de transition actuelles doivent ratifier le statut de Rome de la CPI si elles entendent permettre le transfert de Béchir à la Haye.
Cette exigence de l'opposition en Bolivie aura-t-elle une réponse? En tout cas, elle reste devant debout et conteste toujours la victoire du président sortant Evo Morales. Son rival Carlos Mesa a organisé donc une sortie ce week-end pour demander la reprise du scrutin présidentiel. Le candidat d'opposition à la présidentielle en Bolivie, Carlos Mesa, a exigé dimanche la tenue d'un nouveau scrutin pour sortir le pays de la crise déclenchée par la réélection controversée fin octobre du socialiste Evo Morales. La meilleure solution à cette crise dans les circonstances actuelles est une nouvelle élection supervisée par un nouvel organe électoral impartial et sous l'observation rigoureuse de la communauté internationale, a déclaré Mesa à l'issue d'une réunion de son parti à La Paz. Mesa, centriste, qui a déjà dirigé la Bolivie de 2003 à 2005, est arrivé en deuxième position lors de la présidentielle du 20 octobre avec 36,51% des voix contre 47,08% pour Morales au pouvoir depuis 2006 selon les résultats définitifs publiés samedi. Mais l'opposition a dénoncé une fraude et la vague de contestation qui a éclaté dès le lendemain du scrutin a fait au moins 2 morts et 140 blessés. Evo Morales a entre ses mains la pacification du pays et l'issue démocratique à cette crise, a ajouté Mesa. Il a appelé ses partisans à rester mobilisés dans la paix et la non-violence. Le président Morales, pour sa part, a accusé ses rivaux de chercher à provoquer un affrontement armé. Le gouvernement a demandé à l'Organisation des États américains d'enquêter sur le scrutin, mais cette initiative a été rejetée par l'opposition. Et puis une note de sport à présent, la 10e et dernière étape de la 32e édition du Tour du Faso. Cette déroulée, c'était ce dimanche à Ouagadougou. C'est le Burkinabé Bachirou Nikiema qui a donc franchi la ligne d'arrivée en tête. Le président du pays s'est déplacé pour le rencontrer. La 32e édition du Tour du Faso a connu son épilogue ce dimanche à Ouagadougou. Elle a été remportée par l'Angolais Manuel Antonio Dario, leader de l'équipe by Sikassal Petro de Luanda. Le Burkinabé Bachirou Nikiema a, pour sa part, remporté la 10e et ultime étape entre Kombisiri et Ouagadougou, mais l'Angolais Manuel Antonio Dario a terminé juste derrière lui, ce qui lui a permis de sécuriser pour de bon le maillot jaune de leader dont il s'était emparé depuis la 7e étape. Parce que le vélo, c'est un travail de l'équipe. Ce qui m'a fait remporter cette étape, c'est le travail de l'équipe. Il y a toujours l'esprit de l'équipe. Parce qu'il y a eu un moment aussi, Rwanda a attaqué à la dernière minute, 10 km de l'arrivée, avec le coach. Il a donné les consignes ce matin, on a appliqué cette consigne aussi. À 27 ans, Manuel Antonio Dario est le premier Angolais à remporter le Tour du Faso. Pour les autorités du pays d'accueil, les cyclistes burkinabés n'ont pas démérité lors de cette 32e édition. Elle se focalise déjà sur la 33e édition qui aura lieu l'année prochaine. Pour dire que le Burkina Faso, dans cette épreuve, n'a pas démérité. C'est une compétition africaine. Il faut bien que le meilleur gagne. Mais nous pouvons également nous féliciter du fait que nous avons gagné 3 étapes, dont la dernière, ce qui est la satisfaction du gouvernement et du peuple burkinabé. Bravo. Que l'année prochaine, à la 33e édition, nous puissions rassurer davantage l'opinion internationale que le Burkina Faso est sur pied en train d'avancer. Mais le Burkina Faso réalise des exploits sur le plan du sport, des autres sports et en particulier le cyclisme. Il faut dire que l'Angolais Bruno Araujo et le Suisse Jonas Doring ont complété le podium de cette édition 2019 du Tour du Faso. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.